Que peut-on attendre d'une psychanalyse? Un air de sexe. De sorte que ce qui n'est pas encore né puisse naître. Je pars de ce que la langue française appelle le cher on. Pronom indéterminé, habituellement sujet. C'est ce que dit le dictionnaire. Et que le cristal de la langue, justement, propose plutôt du côté de l'ombre. Mais le penseur que nous sommes, évidemment, n'accepte pas ça. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, dit Boileau. On veut, l'on, en donner la lumière. Ça commence par les lumières, cette affaire-là, c'est-à-dire le discours scientifique. Et l'être parlant va plus ou moins progressivement être pris par ce discours dont nous avons des petits, c'est le discours scientifique, c'est le discours du mai, c'est le discours hystérique. Pardon, c'est le discours universitaire, essentiellement. Eh bien, l'être parlant va tellement être pris par ce discours-là, eh bien qu'il va en être étouffé. Il faudra la docilité de Freud à l'endroit des hystériques pour que ce qui est encore un être ne soit pas déjà encore né. J'ai fait le lapsus tout à l'heure. Vous voyez que c'est pas évident. Je l'avais pas préparé, bien sûr. Alors, du coup, eh bien, c'est on. Si on veut lui garder la dimension de l'ombre, une ombre que l'on ne va pas du tout évidemment éclairer, mais qui doute soudainement quelque chose va jaillir, l'homophonie. C'est-à-dire, si nous partons de ce qui est en jeu chez chacun d'entre nous, chez chaque être parlant, le langage, le grand autre, dit Lacan. Et non pas tout ce qu'on peut imaginer, comme ça, en pensant, en essayant de maîtriser là, toutes les définitions, l'instinct de vie, l'instinct de mort, tout ça que Freud animait. Mais c'est pas ça l'inconscient. L'inconscient est structuré comme un langage, le langage. Alors je retourne complètement, si je reprends la question, que peut-on attendre d'une psychanalyse? Vous voyez qu'on peut déjà glisser du côté de l'entendre dans la langue française. Et puis surtout, la question n'est pas tellement que, parce que le que, bien sûr, c'est l'objet de la demande, c'est l'objet du désir. Il faut qu'on se hisse à l'objet cause du désir, c'est-à-dire au lieu d'où ça parle. Voilà le lieu de l'eau, voilà le langage. D'où ça parle. D'où est-il possible d'entendre ou d'attendre une psychanalyse? Ce qui revient à dire, pour moi qui parle comme pour vous qui êtes là, après tout la question elle pourrait venir de vous, bien sûr puisque vous êtes là. D'où pouvons-nous savoir quelque chose du discours analytique? Du discours analytique. Du discours, c'est-à-dire cet étrange lien social qui peut, la dimension du possible, qui peut advenir par bonne heure, comme on dit en français, heure, la fortune, dans le cadre de l'expérience du transfert, une expérience assez définie. L'inconscient étant, non pas du tout que l'être pense, comme je le disais à Buenos Aires en mai dernier, reprenant le séminaire de Lacan de mai 73, mais c'est qu'en parlant, il jouisse et ne veuille rien en savoir de plus, c'est-à-dire ne veuille rien en savoir du tout. Tout, le mot est lancé, tout, celui du tout homme, la fonction phallique. Voilà l'air du sexe, E2RE, l'air de sexe, celui qui est du côté du sens, de la signification phallique. Celui du tout homme, celui à partir duquel on peut dire, bien sûr, la femme n'existe pas. Évidemment, l'autre n'existe pas, évidemment. Bien sûr. Mais Lacan l'écrit avec une barre. Alors c'est plus pareil. L'écrit, c'est autre chose. C'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que
la femme n'existe pas, et c'est pas un énoncé, c'est un écrit, et touchant. Ça introduit quelque chose de spécial, de particulier, qui est la dimension du réel, le réel de l'autre, le réel de la différence sexuelle, qui est que bien sûr Freud a élaboré toutes sortes de choses. Bien sûr que dans les dits de Freud, on va en rester, mais il y a cette question qui est revenue tout à l'heure. Que veut la femme? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le dire de Freud autour de cette question? C'est pas un dit. Le dire, le qu'on dise, comme ça a été rappelé tout à l'heure au niveau du subjonctif, reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. Voilà le on qui revient, soudainement sonner pour éclairer quelque chose. Autrement dit, s'il y a effectivement, du fait que nous sommes des êtres parlants, eh bien, le fait que nous sommes bien sûr du côté du tout homme, du savoir, de ce savoir, de la fonction phallique, que nous soyons revêtus ou non des oripeaux, des caractères sexuels secondaires, tertiaires, primaires, il est possible, la dimension du possible, il est possible aussi que nous soyons pas tout dans la fonction phallique. Ça a à voir avec le langage, ça a à voir avec la dimension de l'autre, ça a à voir avec l'inconscient. Il n'est pas possible de toucher à l'inconscient dont nous sommes, dont nous pouvons être sujets, sans partir du pas tout. Ça, c'est l'enseignement de Lacan. Ça, écoutez, télévision, écoutez, ou lisez, moi j'écoute Lacan, je ne le lis pas tellement, j'écoute. Écoutez les séminaires, vous verrez encore, les noms du Père, ils n'arrêtent pas de parler de ça. C'est ça qui est en jeu à ce moment-là, les années 71, 72, 73, 74, essentiellement. Alors, à partir du moment où ce qui est en jeu, c'est la dimension, effectivement, contingente, le contingent, c'est la dimension du corps, de l'objet du corps. Le corps, comme il le dit dans Radiophonie, strictement, c'est quoi le corps? Si on veut se différencier du discours scientifique, même très élaboré, il n'y a pas du tout à le rejeter, le corps, c'est quoi? Pour le langage, le corps à le prendre au sérieux est la marque propre à le ranger dans une suite de signifiants. Radiophonie, d'accord. Donc, vous voyez, ce qui apparaît, c'est la dimension du signifiant. Et le signifiant, c'est quoi? C'est ce qui s'entend. C'est pas ce qui se lit à partir de ce qui s'entend. Ça, c'est le signifié. Le signifiant, c'est ce qui s'entend. Alors, si je peux vous dire effectivement ça, c'est pas sans rapport avec ma trajectoire qui fait que, bien sûr, j'ai fait une analyse, évidemment. Avant, je faisais de la musique, je chantais, je jouais de l'orgue, du piano, etc., toutes sortes de choses. Mais tout ça s'est arrêté à un moment. Et puis un jour, une quinzaine d'années, j'ai entendu quelque chose dans le final du Don Giovanni de Mozart, dans le cri de Don Juan. Le génial Mozart laissait, pour ceux qui pouvaient l'entendre, entendre quelque chose que j'ai perçu à ce moment-là comme la dimension dans ce continuum sonore du cri, qui est la dimension du silence. Le silence, attendons-nous bien, ce n'est pas se taire. Le silence, c'est que maintenant que je parle, en parlant, et dans les intervalles où je ne parle pas, j'entends le silence qui revient. Je l'entends, ce silence. Autrement dit, le silence, il est créé par la parole. Il ne s'oppose pas du tout à la parole. Eh bien, à la suite de cette dimension-là, et pour l'expliquer, je veux dire juste un mot du tableau du cri de Munch, 1893, début de la psychanalyse, mais c'est pas ça l'important. On pourrait le décrire de toutes sortes de façons, premier plan, deuxième plan, etc. Et puis Munch avait entendu un cri. Pourquoi pas? Ça tourne court. Qu'est-ce qui est en jeu dans ce tableau? Je m'appuie sur Lacan, 65, mars 65. Ce qui est dans le tableau, c'est quoi? Là, qu'est-ce que c'est? On est dans l'après-coup de quoi? Eh bien, du silence. C'est ça, le silence. Et ce que vous voyez au premier plan, cet être phallique, dirons, qui ouvre la bouche et qui se ferme les oreilles, eh bien, c'est ce gouffre qui est devant, cette bouche ouverte. C'est le lieu où le silence s'engouffre, se rue.
Et le silence, c'est ce qui vient creuser cette matière-là. Quel silence pour en faire entendre ce quelque chose que Munch nomme le cri, et qui relève de cet espace de jouissance de la signifiance. Alors à la suite de cette expérience, bien sûr, je me suis mis comme jamais je l'avais fait à la musique, c'est-à-dire que je suis parti dans le lyrique, et évidemment je continue, c'est-à-dire que quand je chante actuellement, il me semble de plus en plus que ce que j'élabore, ce que je fais en regard du langage, puisque je suis psychanalyste, j'essaie d'articuler ça par rapport à ça, pas au niveau d'explication. Je ne vais pas donner des explications sur le cri des femmes à l'opéra, ça c'est peut-être, il n'y a pas besoin d'être psychanalyste pour dire quelque chose là-dessus. Par contre, ce qui semble bien important, ça je vous le livre comme ça, c'est que si, en travaillant les harmoniques des voyelles, parce que c'est comme ça que ça commence, et notamment du i, puisque le i est le passeur des harmoniques des autres voyelles. C'est la technique italienne traditionnelle, celle qui a formé par exemple Callas. Eh bien, en travaillant les harmoniques du i, en fait, c'est-à-dire en chantant quelque chose, je suppose que ce qui est en jeu, c'est de même que là, ce qui est creusé dans la matière signifiante, c'est le silence de l'autre, et que c'est le cri qui, à ce moment-là, l'objet a comme voix qui le transmet, et que la voix n'a rien à voir avec le phonique, mais alors rien du tout, eh bien, ce que, effectivement, je peux, en quelque sorte, prendre la mesure, c'est ce savoir particulier qui est le savoir du jouir. On parlait de la joie tout à l'heure, du jouir, c'est-à-dire ce savoir qui coûte beaucoup, en deux mots, de ce qu'il faille y mettre de sa peau, de ce qu'il est plus difficile d'en jouir que de l'acquérir. Et je vais terminer sur une citation de Lacan que vous connaissez, que m'a rappelé mon ami Daniel Paula hier soir en m'écoutant. On a fait une petite répétition hier soir, comme ça, hein. Ça vaut le coup, hein. Bon. Eh bien, de celui qui a reçu les clés du monde dans la fente d'un impubère, l'analyste n'attend pas un regard. L'analyste n'attend pas un regard, puisqu'il se voit devenir une voix. Merci.